Bonjour à tous, aujourd'hui un sujet sur Klaus Barbie. Alors on revient à la Seconde Guerre mondiale. Pour illustrer ça, j'ai deux livres. Un livre d'histoire, premièrement, de Peter Hammerschmidt, un Allemand. Donc c'est un livre traduit qui s'appelle Klaus Barbie, le livre. Et donc ça évoque tout le parcours de cet homme, de ce nazi. Donc ça a été publié en 2014, et puis ça a été traduit, et puis publié ensuite aux Arènes, aux éditions des Arènes. Voilà, je vous montre la jaquette. Voilà, et c'est pour nous amener sur un roman qui a été publié... Enfant de salaud, ça a été publié, c'est marqué dessus, ça a été publié quand déjà ça? Alors chez Grasset déjà, et ça a été publié en 2021, c'est un roman assez récent. Donc ça, c'est la semaine prochaine, je vous lirai quelques petits passages. Donc c'est un roman un peu autobiographique, c'est un roman qui tourne autour du procès Barbie, et puis des personnages qui étaient autour de la collaboration et de toute cette période. Voilà, donc c'est un roman très intéressant, donc je vous lirai le passage la semaine suivante. Donc vous avez vu, j'ai mis des livres qui ont un rapport avec cette période, il y a beaucoup de livres très très intéressants. Donc ici j'ai mis la nouvelle histoire de Vichy, et puis le procès Pétain. Alors, le procès Pétain, je ne l'ai pas lu encore, c'est de Julian Jackson, qui est un très bon historien anglais, et il avait fait notamment un De Gaulle magnifique, que j'ai lu par contre. Voilà, donc je vais vous lire des passages du livre d'histoire. D'abord la jaquette. Alors, capitaine SS et chef de la Gestapo à Lyon, pendant la Seconde Guerre mondiale, Klaus Barbie se rend célèbre par sa cruauté et son efficacité dans la lutte contre les résistants et la persécution des Juifs. En 1943, il arrête Jean Moulin et démantèle la quasi-totalité de la résistance régionale. À la Libération, Barbie se met au service des Américains qui, dans l'Allemagne occupée, n'hésitent pas à recruter parmi les anciens nazis des spécialistes de la lutte anticommuniste. C'est le début de la guerre froide et l'ennemi d'hier devient un précieux allié contre l'URSS. En 1951, désormais compromettant, il est exfiltré en Bolivie sous le nom de Klaus Altmann. Une fois sa vie reconstruite, il conseille activement les dictateurs boliviens et travaille aussi pour la CIA et même pour les services secrets allemands. Traqué notamment par Serge et Beate Klarsfeld, il faudra attendre 1983 pour que ses protections le lâchent et qu'il soit enfin extradé en France afin d'être jugé. Le 4 juillet 1987, la cour d'assises du Rhône reconnaît Klaus Barbie coupable de 17 crimes contre l'humanité et le condamne à la prison à perpétuité. Donc, ensuite j'ai sélectionné page 10, soulagement. Alors, soulagement, c'est dans la préface ou dans l'introduction de Kersaudy, qui est un historien célèbre aussi, historien français, c'est un nom breton. Donc c'est pourtant avec... alors Kersaudy nous dit la chose suivante. C'est pourtant avec la fin de la guerre et l'occupation de l'Allemagne que ce récit devient réellement fascinant. On suit les pérégrinations d'un Barbie blessé dans les ruines du Troisième Reich, avec à ses trousses les services de renseignement français, américains et britanniques. Figurant sur toutes les listes de criminels de guerre recherchés, il ne peut guère échapper à l'arrestation. Mais il a une triple chance. Les anciens officiers SS ont constitué des réseaux clandestins, sinon pour poursuivre la lutte, du moins pour échapper à la justice, dans une Allemagne où règne le désordre et la confusion. Les occupants alliés sont fatalement handicapés par leur rivalité interne, leur bureaucratie, leur naïveté, leur ignorance des réalités allemandes. Enfin, en 1946, les prémices de la guerre froide amènent les Américains à recruter tous les anciens fonctionnaires nazis ayant une expérience du renseignement, de l'espionnage et du contre-espionnage. Tout cela permet d'expliquer comment Barbie, cherché par 3 sections différentes du Counterintelligence Corps de l'armée américaine, est protégé par la 4e section
qu'il a recruté en tant qu'agent chargé de débusquer les espions soviétiques et de fournir des renseignements pour les Français et les Britanniques. Rien dans les documents réunis par Hammerschmidt n'indique que les employeurs de Barbie aient été particulièrement gênés par son passé de tortionnaire, dont il semblait d'ailleurs n'avoir qu'une idée assez vague. Mais lorsque ce passé est remonté à la surface, l'homme est devenu à la fois trop compromis pour rester au service des Américains et trop au fait de leur activité de renseignement en Allemagne pour être livré aux Français. C'est pourquoi il est discrètement exfiltré vers l'Amérique du Sud avec son épouse 4 ans plus tard. Les sinistres exploits en Bolivie de Don Klaus Barbie alias Altman sont retracés ici avec minutie, ce qui permet de comprendre comment un homme rusé, entreprenant et sans scrupules peut s'assurer un train de vie confortable et d'utiles relations dans un pays où les dictateurs savent apprécier un spécialiste du renseignement et de la répression et de la contre-guérilla. Dans ces environnements propices à toutes les exactions, son passé lui sert plutôt de carte de visite, ce qui explique à la fois qu'il puisse se faire naturaliser bolivien et qu'il finisse par être nommé lieutenant-colonel chargé d'instruire et de conseiller les officiers de l'armée et de la police locale. Que tout cela lui ait assuré pendant plus de 30 ans une protection totale de la part des autorités boliviennes n'a donc rien de vraiment surprenant. Ce qu'il aime bien davantage, c'est qu'en 1987, une fois sommé d'expliquer ses forfaits devant la justice française, il n'ait pas fait la moindre allusion à ses liens passés avec les services de renseignement des États-Unis et de l'Allemagne fédérale ou à ses entretiens avec les officiers français à Augsbourg en 1947. Son avocat avait choisi un autre système de défense. Et à Paris, Bonn et Washington, bien des responsables ont dû s'en trouver considérablement soulagés. Voilà, page 33, formation au SD, les services secrets de la SS. Alors, 33. Pendant ces 2 ans de formation au SD, qu'il passe à la section de lutte contre l'opposition, Barbie apprend les rudiments de la bureaucratie d'investigation des services secrets et la persécution policière des ennemis de l'État, c'est-à-dire des juifs, des communistes, des homosexuels, des témoins de Jéhovah et des prostituées. Son apprentissage lui fait tout d'abord découvrir le travail normal de police. Barbie effectue des stages dans différents commissariats de police berlinois. Lors de patrouilles nocturnes dans les milieux de la prostitution, il est amené à user de grandes violences physiques. Cette expérience enthousiasme car elle lui fait éprouver de l'ivresse du pouvoir. En 1979, à La Paz, Barbie se souviendra encore très précisément des interventions dans un bar de prostituées berlinois pendant les Jeux Olympiques de 1936. Plus jamais dans ma vie, je n'ai vécu de tels moments. À 3 heures du matin, toutes les filles de joie de Friedrichstrasse et de la Puttkamerstrasse retrouvaient là leurs souteneurs, et tout ce beau monde faisait ses comptes. Et c'est parti en grabuge. Quel déversement de grossièreté, quelles expressions berlinois, et la bagarre qui suivit, et les coups que les Macs mettaient aux filles, quel tableau. Ensuite, Barbie suit les cours de l'école du SD à Bernau. Puis, il est envoyé à Berlin-Charlottenburg pour un cours spécial pour les cadres du SD. La formation achevée en octobre 1937, il entre au SD Ouest, basé à Düsseldorf. Dans la section lutte contre l'opposition, il s'occupe des activités du Zentrum, le parti du centre, de l'opposition folkisch, nationale raciale, et des partis de droite. Le 20 avril 1940, il achève sa formation avec le grade sous-lieutenant SS. Ses états de service le créditent d'une grande intelligence, d'un esprit vif, d'une forte volonté, et voit en lui un homme profondément convaincu de l'idéologie nationale-socialiste. Alors, page 39, Lyon. Donc on avance dans la guerre. Là. Le 11 novembre 1942, la zone libre de la France est envahie par les Allemands. Lyon, deuxième ville du pays,
mais capitale secrète de la résistance, focalise l'attention des Allemands. Peu avant, Barbie est passé du renseignement extérieur du SD à la Gestapo. À son arrivée à Lyon, le 11 ou le 12 novembre 1942, il est nommé chef de la Gestapo locale. Toujours en novembre, le SD installe une section spéciale, un Einsatzkommando, c'est ça, Einsatzkommando, dans les 60 pièces de l'hôtel Terminus, près de la gare de Lyon-Perrache. Les pièces de vie et les chambres se trouvent au deuxième étage, tandis que 20 pièces du troisième étage sont réservées aux interrogatoires. C'est là que les détenus de la prison de Montluc sont interrogés. Les enquêtes officielles de la police française montrent qu'à cette date, les salles de l'hôtel Terminus ne sont pas encore équipées d'instruments de torture spécifiques. À la Gestapo, il remédie en juin 1943, quand en raison d'une charge de travail croissante et du manque de place, elle déménage dans les locaux du plus vaste de l'école de santé militaire, au 14 avenue Berthelot, et en profite pour se doter d'un centre d'interrogatoire équipé. Le premier chef du SD de la région lyonnaise est le lieutenant SS Rolf Müller, muté depuis 1943 à Marseille. Le capitaine SS Heinz Ohlert a pris sa suite, avant d'être remplacé dès l'été par le lieutenant-colonel SS Werner Knab. En 1943, Knab arrive tout droit de Kiev, où il a commandé les unités spéciales SS et SD. À Lyon, le SD comprend 6 sections et sous Müller déjà, il s'est attribué les compétences séculaires pour la ville et les environs. La section 4, Gestapo, est dirigée par Barbie, qui est aussi l'adjoint de Knab, est subdivisée en 6 sous-sections, dont les chefs rapportent à Barbie. Au début, environ 25 officiers allemands sont sous les ordres du lieutenant. Leur nombre augmente quand la Gestapo, 12 mois plus tard, ouvre des antennes dans d'autres villes de la région. Barbie se souvient. Tous les jours ou presque, des hommes nouveaux arrivaient de Paris et du Reich et rejoignaient la section. Oller s'occupait de l'organisation tandis que j'élaborais le plan de ma mission spéciale qui était de combattre la résistance. Nous ne savions pas grand-chose du contexte politique à Lyon, ni dans les zones qui nous étaient attribuées. Mais Barbie comprend vite sur quel terrain miné il se trouve. Après la débâcle de 1940 et l'arrivée en masse de réfugiés de la population lyonnaise est passée à 800 000 habitants. Les nouveaux arrivants sont souvent des patriotes déçus. Rien d'étonnant donc à ce que la résistance de la première heure se mobilise précisément à Lyon. Donc, on passe à page 49, je ne regrette rien. Alors, c'est pas Edith Piaf qui dit ça, c'est Klaus Barbie. En 1973, un journaliste brésilien demande à Barbie ce qu'un homme ressent lorsqu'il est tenu pour responsable de l'exécution de plus de 2000 résistants. Barbie, lui, qui 30 ans avant, exactement en novembre 1943, a été décoré de la croix de fer de première classe, et du mérite de guerre répond « Je suis un SS ». Vous savez ce que c'est un SS? Une sorte de surhomme. Un spécialiste spécialement choisi par Hitler. De quoi devrais-je me repentir? En temps de guerre, tout le monde tue. Je suis un nazi convaincu. J'admire la discipline des nazis. Je suis fier d'avoir été le commandant de la meilleure unité du Troisième Reich. Et si je devais renaître 1000 fois, je choisirais encore 1000 fois de vivre cette vie-là. Clair, net, précis. Page 102, la branche spéciale. Le réseau de Merck et Barbie, qui s'étend jusqu'au milieu anticommuniste de Roumanie et d'Ukraine, surtout grâce à Mykola Lebed et ses contacts dans l'organisation des nationalistes ukrainiens, correspondait aux besoins de la branche spéciale. En effet, à la fin de 1949, celle-ci cherche encore désespérément à étendre le réseau de Stay Behind en Europe de l'Est. Curieusement, Ryan, qui pourtant nie catégoriquement tout contact de Barbie avec la CIA, n'exclut pas dans son rapport des contacts éventuels avec Barbie et la branche spéciale.
Hormis la CIA, aucun organisme de renseignement, à l'exception peut-être de la branche spéciale Office for Policy Coordination, OPC, ne pouvait connaître les activités d'espionnage de Barbie. Mais l'enquête actuelle n'a donné aucun indice, aucune indication et encore moins de preuves, même fragmentaires, permettant de penser que la branche spéciale avait des informations sur Klaus Barbie, le réseau de Merck ou sur d'autres activités décrites dans le présent rapport ou avait un lien quelconque avec eux. Même si la branche spéciale OPC fait momentanément partie de la CIA, les modes de fonctionnement diffèrent, en particulier pour le recrutement des sources nazies. Dans un rapport interne, le bureau d'enquête du ministère de la Justice américaine déclare l'Amérique avait en fait deux CIA. La première, c'était la CIA officielle, qui travaillait pour le président Truman et les démocrates. L'autre, la branche spéciale OPC, travaillait pour Allen Dulles et les républicains battus aux élections, sous la protection des affaires étrangères et la défense. La CIA officielle recherchait les nazis, l'autre les recrutait pour la branche spéciale des affaires étrangères. Il serait plus honnête et historiquement plus juste de considérer la branche spéciale OPC comme une agence indépendante du ministère des Affaires étrangères et non comme une branche de la CIA. Il est exact que la branche spéciale rémunérait ses collaborateurs nazis avec de l'argent de la CIA, mais la CIA ne le savait pas. Les documents de la CIA déclassifiés par la loi sur la divulgation des crimes nazis contredisent ce jugement global, mais confirment le recrutement quasi systématique par la branche spéciale de nazis au lourd passé criminel. Mykola Lebed fait partie de ces sources recrutées par la branche spéciale avec l'aide du bureau Peterson et protégées contre toute poursuite pénale. C'est en 2005 qu'on soupçonna, mais sans pouvoir le prouver, que Klaus Barbie, protégé par ses contacts, au moins indirects, avec l'organisation Gehlen, les Allemands, et ses relations avec les sources de résistance d'Europe de l'Est, jouissait également de la protection directe de la branche spéciale OPC de la CIA en tant que membre permanent des Staatsgeheime allemands. Le rapport du CIC du 16 novembre 1948, déjà cité, appuie cette thèse. Il faut pour cela revenir au souvenir d'Abringau. L'ancien officier traitant raconte qu'il contrôlait à la fois Klaus Barbie et l'officier SS Günther Bernau, alors informateur du CIC de Stuttgart. D'Abringhaus, voyant Bernau 3 fois par semaine dans sa propriété de Ludwigsburg pour y recueillir ses informations et ses rapports sur les activités communistes. Bernau était en contact avec des sources qui allaient parfois jusqu'à Moscou. Il recevait aussi régulièrement à Ludwigsburg des hauts gradés SS. D'un coup de fil, il pouvait contacter 200 anciens officiers SS entre Hambourg et Munich, ainsi qu'il l'a affirmé un jour à son officier traitant. Alors, page 110, discussion. En février 1948, les autorités françaises ont surmonté la phase de consolidation parfois décrite comme le chaos d'après la guerre et lancé de larges investigations sur les crimes commis pendant l'occupation allemande. Une vague de procès d'après-guerre semble s'annoncer. Alors qu'il se trouve encore à Bruxelles, Barbie apprend qu'il est désormais dans le collimateur des Français. À Paris, le gouvernement prépare l'inculpation pour haute trahison de René Hardy. Celui-ci est accusé d'avoir trahi le réseau de résistance de Lyon et de l'avoir livré à Barbie et à la Gestapo. Les accusateurs se fondent sur une lacune décisive dans les déclarations de Hardy, un trou dans son emploi du temps qui dérange les résistants et conforte les accusateurs, sûrs de tenir le vrai coupable. L'accusation s'appuie sur le mystérieux voyage de Hardy à Paris le 7 juin 1943, 15 jours avant la réunion de Caluire. L'accusé est monté dans le train de nuit pour Paris, mais il a disparu sans laisser de traces le jour suivant. Selon l'accusation, c'est durant ces mêmes jours que Hardy est tombé entre les mains de la Gestapo. Le premier procès contre lui en janvier 1947 avait abouti à un non-lieu faute de preuves. Hardy avait prétendu avoir poursuivi dans le train 2 hommes de la Gestapo, auxquels il avait réussi à échapper.
Puis il s'était caché pendant plusieurs jours. Peu après le verdict, le contrôleur du train s'était présenté en déclarant avoir assisté à l'arrestation de Hardy. Pour preuve, il avait fourni le double du coupon de réservation de wagon, indiquant que Hardy avait été arrêté par 2 policiers allemands à Chalon-sur-Saône et que sa couchette avait été relouée. Depuis, Hardy avait avoué, mais affirmé qu'il n'avait rien à révéler à la Gestapo. Hardy ne pouvait pas être rejugé pour l'affaire de Caluire. L'accusation fournit d'autres motifs, dont la collaboration avec Barbie et une dénonciation de résistants. Une seule personne sait encore ce que Hardy a révélé pendant l'interrogatoire, Barbie lui-même. Après de longues négociations entre les services de renseignement français, la Direction générale des études et recherches, la DGRE, avec le commandement américain en Europe, l'UMCOM, et le renseignement militaire américain, CIC, les Américains se déclarent prêts à mettre leur agent Barbie à la disposition des Français pour un interrogatoire interne. Jean Whiteway, l'agent de liaison français auprès du commandement américain en Europe, et l'américain Joe Vidal conviennent toutefois que l'interrogatoire de Barbie par les Français se fera dans la zone américaine. Afin d'éviter de dévoiler des points gênants pour les États-Unis, le CIC impose que les questions se limitent à l'affaire de Caluire, que les Français ne demandent pas la livraison de Barbie et que le processus reste strictement confidentiel. De plus, les officiers du CIC assisteront à l'interrogatoire. Le 14 mai 1948, quelques jours après sa sortie d'Oberhülsel, Barbie est interrogé par la sûreté française dans l'immeuble IG Farben à Francfort, le quartier général des forces américaines en Allemagne. L'Allemand, qui semble extrêmement nerveux, arrive comme convenu en compagnie de 2 Américains. Dans ses mémoires, Barbie relate aussi le premier interrogatoire. L'un des Français se présente sous le nom de Whiteway. Il dit qu'il me connaît, qu'il a habité près de chez moi, à Lyon. Il voulait que je leur donne les noms d'anciens, d'agents, de collègues et de collaborateurs français. J'ai éludé ces questions en leur disant que j'étais prisonnier des Américains et que je n'ai pas tenu de leur répondre. Et ouais. Alors, page 118, extradition. Page 118, extradition. Le processus d'extradition semble stagner, mais après que Jean Whiteway adresse une demande au bureau de renseignement du commandement américain en Europe, par lequel Jean Whiteway prie les Américains de mettre Barbie à la disposition le 24 avril 1950 pour qu'il témoigne lui-même dans le cadre du second procès Hardy. Le bras de fer diplomatique atteint un nouveau sommet. Jean Whiteway garantit que s'il témoigne à Paris, Barbie sera renvoyé en Allemagne après une audition et confié au CIC. Le CIC et le COM acceptent. Et Whiteway prévient le CIC qui contactera le bureau central 5 jours avant le témoignage de Barbie. Barbie lui-même n'est pas informé et ne l'a sans doute jamais été. Car le 28 avril 1950, alors que le procès Hardy a déjà commencé, Jean Whiteway informe le CIC, en grinçant des dents, qu'il ne peut pas tenir sa promesse et que Barbie, s'il pénètre sur le sol français, sera immédiatement arrêté. Évidemment, le CIC ne songe pas à envoyer Barbie à Paris dans ces conditions et considère comme caduque son accord avec Jean Whiteway. Le procès Hardy se termine sur un deuxième acquittement qui fait sensation. Savoir que le chef de la Gestapo de Lyon vit en liberté en Allemagne et que les Américains continuent à prétendre ignorer où il réside devient difficile à supporter, notamment pour les anciens résistants. On entend que maintenant la fierté et l'honneur de la France exigent de contraindre les Américains à extrader Barbie. Dès le 2 mars 1950, Le Bègue, le représentant du ministère de la Justice auprès du commissariat français à Baden-Baden, rédige 2 courriers dans lesquels il justifie la demande française. Dans son courrier à Elisabeth Lange, son homologue de la justice américaine auprès du HICOG, il détaille les crimes de Barbie, ainsi que les recherches effectuées par les Français. Le Bègue
attire son attention sur les réactions et la colère légitime de la population française, surtout à Lyon, si les Américains refusaient de leur désigner le lieu de résidence de Barbie, que d'évidence ils connaissent, et s'ils continuaient à protéger ce criminel de guerre contre les pouvoirs judiciaires. Le 8 mars 50, le Bègue adresse une seconde lettre à Robert Bowie, le consul général des États-Unis à Bonn. Mark Howe, le chef de la sûreté au HICOG, auquel les lettres sont transmises, conteste que Barbie se trouve en zone américaine. Et pourtant, il suffirait de demander à l'EUCOM pour apprendre que Barbie a été interrogée à plusieurs reprises par les Français en zone américaine et qui est au service du CIC depuis 1947. Incroyable. Alors, 131, catholique. Peu après la diffusion du rapport aux affaires étrangères américaines, la commission pontificale L'aide aux réfugiés est visée par les critiques. Cette commission qui s'efforce d'alléger la grande misère des réfugiés en Europe est en même temps une agence contre l'Union soviétique communiste. Dès avril 1944, le pape Pie XII lui confie l'assistance aux prisonniers et réfugiés. Bien qu'affichant une neutralité de façade et se prétendant purement caritative, la commission pontificale sert depuis sa création d'instrument contre le communisme pour renforcer l'influence du Vatican en Europe et dans le monde. Elle considère que les criminels nazis en fuite sont avant tout anticommunistes et elle les aide, surtout quand ils sont catholiques, à prendre un nouveau départ en Amérique latine. Klaus Barbie raconte en août 1979, c'était en fait purement humaniste, car il y avait des protestants et des catholiques, mais c'était en majorité des chefs SS. Je crois qu'il y en avait 200. J'en ai parlé avec lui, à Draganovic, responsable de cette filière. Non, a-t-il dit. Ça n'a aucune importance. Mais une chose, on a une, oui. Ce sont des anticommunistes. Cet anticommunisme affirmé peut justifier d'aider des criminels nazis et leur délivrer les innombrables certificats de blanchiment indispensables. Mais parfois, à l'anticommunisme s'ajoutent des affinités avec l'idéologie nazie ou avec le clérico-fascisme croate d'un Draganovic. En ce qui concerne le nazisme, Alois Udall en est un bon exemple. Recteur de l'église nationale allemande à Rome, Santa Maria dell'Anima, l'homme est un personnage clé du réseau ecclésiastique en faveur des criminels nazis en Italie. Dans ses fonctions de directeur de la section autrichienne de la commission pontificale d'aide aux réfugiés en Italie, il représente une planche de salut pour les Autrichiens et les Allemands qui cherchent à quitter l'Europe après la guerre. À ses yeux, les nazis restent les sauveurs de l'Europe face au bolchevisme. Il considère qu'ils sont nombreux à être eux-mêmes tout à fait innocents. Lui-même a arraché beaucoup d'entre eux à leurs tourmentateurs avec de faux papiers qui leur permettent de fuir dans des pays plus cléments. Les documents laissés par Udall à Santa Maria dell'Anima montrent que beaucoup d'Allemands et d'Autrichiens attendaient son aide pour s'expatrier. L'un des assistés les plus célèbres est le commandant du camp d'extermination de Treblinka, Franz Stangl. Réfugié en Syrie, il écrira à propos de Udall: « Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il fallait faire pour trouver un évêque au Vatican. J'étais arrivé à Rome et j'étais en train de traverser un pont sur le Tibre quand je me suis soudain retrouvé devant un ancien camarade. « Vous allez voir Udall ?» m'a-t-il aussitôt demandé. J'ai dit oui. Alors j'y suis allé. Et ça a pris moins d'une demi-heure. L'évêque est rentré dans la pièce où je l'attendais, m'a tendu les deux mains. Il m'a dit: « Vous devez être Franz Stangl, je vous attendais. » Voilà, donc irrésistiblement, on pense au film Amen de Costa Gavras, où tout ça est très bien décrit. Essayez de voir Amen. Très beau film qu'on trouve sur Internet.
Voilà. Ensuite, page 138, la Croix-Rouge. Je pense, hein, tout à l'heure j'ai dit stay behind, hein, ça veut dire rester en arrière. Hein. C'est les espions qui dorment, quoi. C'est un terme américain, quoi. Voilà, donc ensuite, la Croix-Rouge, page 138. 138. Draganovic procure à la famille Altman deux documents importants, un visa d'entrée au Bolivie et une autorisation de voyage émise par le Comité international de la Croix-Rouge. Le 16 mars, il conduit les nouveaux arrivants au consulat bolivien de Gênes, où Klaus Barbie remplit les demandes avec ses nouveaux renseignements biographiques. Il obtient un visa d'entrée pour lui et sa famille, puis il se rend au bureau du CICR de Gênes, où il présente le visa d'entrée en Bolivie et demande un document de voyage temporaire. Pour prouver son identité, Altman produit le document de voyage temporaire du haut-commissaire américain en Allemagne et le CTB de Munich que lui a remis. En 1983, dans le cadre des investigations du ministère américain de la Justice, le CICR fournira des informations suivantes. Pour notre information, un certain Klaus Altman s'est rendu en 1951 à notre délégation de Gênes, en Italie, et a produit un passeport temporaire établi par le Haut-Commissariat allié à Munich. Ce document était temporaire et ne permettait pas de quitter l'Europe. Cependant, il autorisait notre délégation à établir des passeports de la Croix-Rouge pour Klaus Altman, sa femme et ses enfants. Après leur arrivée à leur lieu de destination, les passeports auraient dû nous être restitués, mais le CICR n'a jamais reçu les deux documents. Avec le document du CICR figure la note manuscrite du père Draganovic, qui recommande d'établir un passeport. Le jour même, Klaus et Regina Altman entrent en possession des papiers demandés, parmi lesquels les autorisations de voyage des enfants. Les visas d'entrée en Argentine suivent quelques jours plus tard, de sorte que le 23 mars, la famille Altman, munie de $300 en liquide, embarque sur le cargo italien Corrientes. Dans ses mémoires, Barbie salue encore l'efficacité de Draganovic. Draganovic a mené cette affaire avec une facilité et une élégance que j'admire aujourd'hui encore. Les portes de toutes les autorités lui étaient ouvertes. Cela a commencé par les documents, les passeports de la Croix-Rouge. C'est le Vatican qui a fourni les documents, y compris une attestation, sans condamnation antérieure. Après la réception des passeports, nous nous sommes rendus au consulat général de Bolivie à Gênes. Le consul général Arce nous a invités, ma famille, le père Draganovic et moi-même, à prendre le thé. Il a envoyé un câble aux autorités d'immigration à La Paz pour demander notre autorisation d'immigration, que nous avons reçue en quelques jours. Le professeur Draganovic nous a rendu visite sur le bateau et nous a lui aussi fait nos adieux. Un prêtre, mais aussi un homme joyeux et sans prétention. Et voilà. Alors, page 168, Kinin. Dans un entretien avec le général SS Karl Wolff, Barbie déclarera que la vente d'écorce de quinquinas a fait de lui pour la première fois un profiteur de guerre. Les exportateurs passaient par Arica au Chili, puis partaient pour Mannheim. C'était une entreprise juteuse. À l'époque, j'employais 4000 cueilleurs et l'argent coulait à flot. J'avais un compte aux États-Unis. Boehringer envoyait l'argent par la Deutsche Süd. Là-bas, l'argent était gagné, puis échangé, puis réparti. Dans les faits, dès l'automne 64, la société Boehringer-Mannheim avait demandé à son délégué aux produits pharmaceutiques, l'ingénieur Gutmann, de voir s'il y avait en Bolivie suffisamment d'écorces d'arbres sauvages. La réponse avait été positive. Gutmann avait été chargé d'acheter des écorces. Dès avril 65, une personne ne suffisait plus et Gutmann avait dû trouver des gens qualifiés pour le seconder. Martin Schiltz, directeur du département Kinin à Mannheim, avait demandé entre autres l'homme d'affaires Klaus Altman
qu'il avait rencontré lors de son voyage en Bolivie en juillet 65 et qui était à ses yeux un Allemand digne de confiance et de bonne réputation. En août et septembre 65, Hartmann commence à cultiver des quinquinas et à vendre leur écorce, à l'entière satisfaction de Berenger Mannheim. Les profits réels de Barbie sont inconnus. On peut cependant douter que ces affaires lui aient vraiment rapporté des centaines de milliers de dollars par semaine, comme il l'a affirmé. En revanche, il est attesté que la société Berenger a bien versé des sommes considérables sur un compte ouvert par Barbie aux Bahamas. On a affirmé que Barbie avait eu, dans le cadre de son commerce florissant, des contacts étroits avec les milieux boliviens de l'armée et du renseignement. Mais il a farouchement nié dans ses mémoires. On a dit aussi qu'il avait servi de conseiller militaire et aidé le gouvernement Barrientos à combattre l'opposition politique grâce au savoir-faire répressif acquis sous le nazisme. Mais ces accusations, toujours selon Barbie, faisaient partie de la campagne de persécution organisée contre lui à partir de 1972. Ces affaires lui avaient ouvert des contacts amicaux avec Barrientos et le haut commandement, mais il a maintenu qu'il ne s'agissait que de relations professionnelles. L'objectif de ma société était de proposer des projets au gouvernement bolivien du moment. Comme depuis Barrientos et jusqu'à l'année passée, octobre 82, à quelques exceptions près, le gouvernement du pays a été assuré par des régimes militaires. Il était tout naturel pour moi de négocier avec le ministre compétent, et même souvent au stade de la décision avec le président lui-même. En général, les ministres étaient des militaires et donc automatiquement des contacts et des relations. Et les relations se sont instaurées. Les explications de Barbie ne résistent pas à l'examen des documents. Barbie n'était homme d'affaires qu'en façade. Depuis longtemps déjà, le gouvernement bolivien du président Barrientos utilisait son savoir-faire en matière de répression. Il le faisait venir de temps à autre au quartier général pour former les membres du renseignement militaire chargés de combattre les opposants politiques sur des sujets tels que les techniques d'interrogatoire, la torture et les tactiques anti-guérilla. En 1964, le nouveau gouvernement avait nommé Barbie conseiller militaire officiel pour la lutte anti-insurrectionnelle. Il lui avait donné des bureaux au ministère de l'Intérieur, au service de renseignement et à l'aéroport de La Paz. Et l'État bolivien était soucieux de protéger l'ancien officier SS, comme on l'a constaté le 28 septembre 1964. Ce jour-là, le général de Gaulle arrive en Bolivie pour une visite d'État. Pour assurer la sécurité de Hartmann, les autorités boliviennes le placent en détention de protection. Hartmann leur en sera reconnaissant. Les années suivantes, il saura se montrer digne de la confiance de la Bolivie que la Bolivie lui a accordée. Alors oui, la quinine, c'était pendant la guerre du Vietnam, c'était pour lutter contre la maladie. Donc voilà, ça lui a rapporté beaucoup d'argent grâce à la guerre du Vietnam. Alors, page 191, service secret de la RFA. Muni d'instruction et d'un budget de 7500 Deutschmark, Holm quitte Hambourg le 13 novembre 1965 pour Sao Paulo, au Brésil, puis la Bolivie. Le 18 novembre, il arrive à La Paz et descend à l'hôtel Sucre, Palace. En Bolivie, Holweg se consacre à la mission de recrutement pour les services secrets allemands. Mais ses tentatives échouent. Les contacts qu'il juge intéressants sont tous refusés par sa hiérarchie. Le dernier jour de son voyage, il fait la connaissance d'un homme qui lui semble quasiment prédestiné à travailler pour les renseignements et force le respect des supérieurs de Holweg eux-mêmes. C'est Klaus Hartmann, propriétaire d'une scierie. Dans son rapport de voyage, le recruteur relate la rencontre. Monsieur Hartmann m'a été présenté par Monsieur Werner Burger au club allemand en compagnie de son épouse qui laisse une excellente impression de la femme allemande d'autrefois. Madame Hartmann s'occupe de la bibliothèque du club allemand. Lors d'une visite, elle m'a montré son ouvrage le plus précieux parmi lesquels figurent Göring, Mein Kampf et d'autres livres à contenu nationaliste. Il a affirmé avec fierté « Ces livres ne disparaîtront pas du club allemand ». Monsieur Hartmann fait penser à un beau militaire qui, malgré la défaite, n'a rien perdu de son esprit de soldat. Dans le bon sens du terme.
Il a regretté que Rommel ait été absent au moment de l'offensive, car on pouvait encore repousser les Américains, dont la force ne venait que de l'abondance de matériel. Cela prouve, à mon avis, qu'il a conservé son esprit patriotique, ce qui pour moi est décisif, puisque M. Hartmann n'a pas brûlé de juifs, ni participé aux autres horreurs, et n'y aurait jamais participé, comme il l'a affirmé lui-même. M. Hartmann est le produit d'une époque et ne le nie pas. Le point décisif est que malgré une si longue absence de son pays, il a toujours été fidèle à ses convictions et à sa patrie. Holm, qui entretient des liens étroits avec la colonie allemande et la communauté juive de La Paz, aurait pu trouver des informations plus précises sur l'homme d'affaires allemand. Selon les rumeurs qui circulent alors déjà, Hartmann aurait été naturalisé en Bolivie sous un faux nom et aurait probablement été impliqué dans des crimes de guerre en France. Il est possible que Holm en ait entendu parler, mais le déroulement catastrophique de son voyage lui rend impératif de ne pas perdre son dernier candidat potentiel. Il cache donc à la centrale toute information sur le passé nazi de Hartmann, à supposer que Holm en ait eu connaissance. Pour sauver quelque chose de sa mission exploratoire, Hartmann écrit-il dans son rapport, est le candidat le plus indiqué pour de multiples raisons. Il est capable de camaraderie désintéressée, serviable. Selon mes informations, ses sources sont irréprochables. Comportement impeccable à tout point de vue. On ne sait si Holm a vraiment respecté les termes explicites de la mission qui lui a été confiée, qui consistait à compléter sa propre estimation sans doute très superficielle en cherchant auprès d'autres personnes des informations sur les personnes cibles. Mais s'il l'avait fait, il serait forcément parvenu à d'autres conclusions sur le passé chargé de Hartmann. Voilà, donc page 244, Beate Klarsfeld. 244, Beate Klarsfeld reconnaît l'échec de son voyage à Lima. Elle prend le premier avion pour La Paz et 3 jours après son arrivée, le 6 février, elle est arrêtée et expulsée. Mais l'objectif est atteint. L'opinion publique internationale s'intéresse à Barbie. Le 1er février 1972, l'ambassadeur de France à La Paz reçoit de Paris l'instruction de demander officiellement l'extradition de Barbie. À Paris, les événements de La Paz sont devenus un sujet politique brûlant, à tel point que le président Pompidou appuie la demande française d'extradition par une aide personnelle au président Banzer. La réponse de Banzer est distante, comme prévu, mais il assure que la justice bolivienne statuera en toute indépendance sur la requête française. 10 jours après sa première tentative de rencontrer Barbie, Beate Klarsfeld retourne en Amérique latine. Elle est accompagnée d'Ita Allenbrenner, qui a perdu son mari et ses 4 enfants, à cause de Barbie. Les 2 femmes échouent à obtenir un face-à-face entre Ita Allenbrenner et Barbie. Elles se concentrent sur l'organisation d'une action publique. Contrairement à Simon Wiesenthal, Beate Klarsfeld ne croit pas au lobbying discret. Elle s'enchaîne à un banc public devant le bâtiment de la Transmaritima sur l'Avenida 16 de Julio et dénonce la politique bolivienne qui continue à protéger le criminel de guerre recherché et à empêcher son extradition. Elle dénonce aussi les forces d'occupation américaines en Allemagne qui, en 1950, ont refusé l'extradition de Barbie, tandis que la presse mondiale salue l'action courageuse de la chasseuse de nazis. Après quelques heures, Beate Klarsfeld est de nouveau arrêtée par le chef de la police criminelle et expulsée de Bolivie. Quant à Barbie, il se sait toujours protégé. Le 1er décembre 1973, il décrit la situation à son ami Hans Goiner. Ça n'en finit pas, vu que ces Français n'arrivent pas à digérer les échecs que je leur ai fait subir. C'était pareil en 1940. Les Français ne peuvent pas croire que le caporal Adolphe ait battu à plate couture en 6 semaines la grande nation, qui ne s'en est jamais remise. Et c'est la même chose avec moi. Quand même, il devrait nous fiche la paix à moi et à leur héros national, Jean Moulin.
Mais une fois qu'on est devenu une star mondiale, il faut s'attendre à ce genre de plaisanterie. Et voilà. Alors, page 262, les paramilitaires. Mais les relations de Barbie avec les groupes paramilitaires locaux vont bien au-delà de simples rapports amicaux, comme le montrent les dossiers du ministère bolivien de l'Intérieur. Dès le 12 février 1980, Barbie s'engage par contrat avec Arce Gomes à mettre sa connaissance de la répression héritée du nazisme au service de la lutte contre l'opposition. Premièrement, je sous-signais Klaus Barbie Hansen, Klaus Altman Hansen, m'engage à servir sans condition l'armée bolivienne en matière de renseignement. Deuxièmement, je m'engage également à participer directement aux planifications et opérations jugées nécessaires par l'armée bolivienne, partout et dans toutes les circonstances où ma participation active est requise. En contrepartie, Arce Gomes nomme l'ancien capitaine SS lieutenant-colonel honoraire de l'armée bolivienne, garde le plus élevé en Bolivie pour les citoyens naturalisés. C'est au nom de cet accord d'allégeance qu'au printemps 80, Barbie indique aux paramilitaires que l'heure est venue de mettre en place un nouveau gouvernement dirigé par le général García Meza. Dès 1978, Barbie a participé à un rapport très secret posant les bases du coup d'État de García Meza en 1980. Ce dossier intitulé Amapola Pavo, formule les grandes lignes économiques, politiques et stratégiques d'une nouvelle dictature militaire politiquement stable pour au moins 20 ans. Un banquier bolivien définit le nouvel ordre économique bolivien. Comme le Chili de Pinochet, la Bolivie doit se rendre indépendante des crédits des organisations étatiques de gauche. Le dossier indique que les États-Unis et plus encore l'Argentine sont prêts à soutenir l'économie de la dictature García Meza. Les aspects militaires conçus par le seul Barbie sont axés sur la répression de l'opposition intérieure, le démantèlement des tendances subversives et la liquidation de l'élite social-démocrate et syndicale de gauche. Selon le rapport, cela implique de former et d'instrumentaliser des groupes paramilitaires. Altman se souvient, un ancien des fiancés de la mort était à l'époque le conseiller en sûreté du ministère de l'Intérieur bolivien. Avec des camarades des pays voisins, il voulait créer une direction de sûreté. C'est pour cela que notre groupe l'intéressait. Quelques semaines après la première rencontre entre Barbie et Fibelkorn, au printemps 80, il se revoit à La Paz. Manfred Kuhlmann, lui aussi fiancé de la mort, est présent. En février 83, lors du procès de Joachim Fibelkorn, il se souviendra. Début 80, Fibelkorn et moi sommes allés à La Paz voir Arce Gomes. Avec l'aide de M. Altman, nous sommes entrés dans un bâtiment militaire où nous attendait Gomes, qui nous a donné à chacun 2 laissez-passer. C'était des cartes spéciales des services secrets boliviens et d'Interpol. Avec ces papiers, nous pouvions entrer partout. Fibelkorn devient membre du renseignement bolivien sous le nom de code Pedro et le numéro P147. On peut douter que Barbie ait commandé en personne les groupes paramilitaires. En revanche, il est évident qu'en sa qualité de conseiller militaire au ministère de l'Intérieur, il a contribué à former ces groupes et qu'à la veille du punch, il avait des réunions régulières avec des chefs paramilitaires pour faire le point sur la situation. Une lettre de l'ambassade des États-Unis à Guatemala au département d'État américain en octobre 1983 révèle que la CIA connaissait l'immense influence de Barbie sur les milieux boliviens du renseignement et aussi l'organisation des groupes paramilitaires aidés par des terroristes internationaux notoires. Un groupe paramilitaire organisé par l'ancien président Hugo Banzer collabore avec Pierluigi Paglia et la section Klaus Barbie. Voilà, magnifique tout ça. Alors, page 284, déchu de la nationalité bolivienne. 284.
Étant un étranger non enregistré et ayant participé selon les journaux à la formation d'unités paramilitaires et au trafic de drogue pendant le Putsch 80, Barbie est déchu de la nationalité bolivienne dès le 4 février. Le soir même, à 21 h, un individu dissimulé sous une couverture sort de la prison, emmené par deux hommes et conduit à l'aéroport. La meute des journalistes suit le convoi, ignorant qu'il s'agit d'une diversion et que la couverture ne dissimule pas Barbie, mais le directeur de la prison. C'est par une sortie latérale que Klaus est amené au ministère de l'Intérieur. De là, il est transféré à l'aéroport El Alto et enfin transféré à Cayenne, en Guyane française. Un contournement de la loi dans les grandes largeurs, dans le plus pur style James Bond, s'échauffe Barbie plus tard dans ses lettres à Goiner. Barbie est accompagné pendant le vol par une équipe de la télévision bolivienne. Pensant être expulsé vers l'Allemagne, il est détendu, plaisante, demande combien coûte un rasoir électrique et se blottit dans la parka d'un policier bolivien qu'un policier bolivien lui a remis pour se protéger du froid à l'aéroport. L'appareil se pose à l'aéroport Rochambeau, en Guyane, au bout de 7 heures. Lorsque Barbie aperçoit les uniformes français qui viennent l'arrêter, c'est pour lui un choc effroyable. Son interview dans l'avion qui l'emmène en France est un document impressionnant qui montre l'implosion d'une image de soi fabriquée à grande peine. Avec force et gesticulation, Barbie se plaint d'avoir été expulsé illégalement et en appelle aux décisions de la Cour suprême de son pays, la Bolivie. En vain, le boucher de Lyon est transporté à Orange par un appareil militaire, puis par hélicoptère sur la base militaire de Corba, près de Lyon, où il est incarcéré à 22h25 à la prison de Montluc. Les belles années étaient passées, niet, rien ne va plus. L'ancien chef de la Gestapo est revenu sur les lieux de ses crimes. Tandis qu'à La Paz et à Paris, les bouchons de champagne sautent. Les diplomates allemands célèbrent l'expulsion de Barbie avec retenue. Les dirigeants de Bonn, de leur côté, manifestent un soulagement visible. Nous sommes satisfaits du résultat, résument les affaires étrangères, dans une note interne. Jusqu'au bout, nous avons conservé notre crédibilité vis-à-vis du gouvernement bolivien et vis-à-vis de l'opinion publique. Voilà, il y a eu changement de pouvoir et c'est ce qui l'a coincé en Bolivie. Donc, ensuite, page 88, un procès pour l'histoire. 288. Après l'ouverture et la prestation de serment, on procède aux premiers interrogatoires de l'accusé, au cours duquel son identité est déclinée. Bien que Barbie admette avoir occupé des fonctions en France en tant que SS, il insiste pour qu'on s'adresse à lui sous le nom de Hartmann Barbie, du fait de sa nationalité bolivienne. Après la lecture de l'acte d'accusation, des experts psychologiques présentent leur rapport. Les psychologues Jacques Védrine, Didier Weber et Daniel Gonin, qui ont examiné Barbie pendant un an, le décrivent comme discipliné, mais ému par un besoin de contrôler. Selon eux, son impérieuse obligation de réussite est contrecarrée par un souci de convenance. L'accusé, qu'ils estiment entièrement responsable de ces actes, possède selon eux une extraordinaire faculté de manipulation. Au 7e jour des débats, deux avocats allemands, Rodolphe Holtfert et Alfred Strem, spécialistes de l'analyse juridique des crimes nazis, décrivent la position de Barbie dans la hiérarchie de la ZIPO-SD, police de sûreté service de renseignement de Lyon. À partir du 8e jour, commence l'audition des témoins de l'accusation, avant d'entendre ceux de la défense, avec les plaidoiries de la partie civile, qui durant 8 jours, le procès aborde sa dernière phase, terminée par la plaidoirie du ministère public et de la défense avant de prononcer le verdict. Avec le recul, on peut dire que si l'influence du procès sur la capacité de la France à affronter son passé était aussi importante, c'est grâce aux témoignages des victimes de Barbie. Citons simplement le témoignage de la résistante Lys Le Sèvre. En 1942, elle entre dans le groupe de résistance Périclès,
et elle est arrêtée le 13 mars 1944 par la Gestapo. Pendant 19 jours, la jeune femme est affreusement torturée dans les caves de l'école de santé militaire. Lise Lesèvre décrit 40 ans plus tard comment Barbie l'attachait par les poignets, les pointes d'acier des monettes s'incrustant dans sa chair, comme il la battait, comment pour la faire parler, la Gestapo utilisait la table d'étirement, comment Barbie la soumettait avec une jouissance particulière à la torture de la baignoire. La jeune femme, d'abord, s'est tue et n'a donné aucun nom, aucun renseignement sur la résistance. Cela lui a valu d'être déportée au camp de concentration de Ravensbrück, comme aussi son mari et son fils. Elle a survécu à l'Holocauste, mais son mari est mort au camp de Dachau et son fils au camp de travail. Après ce récit poignant, le silence règne dans la salle. La défense ne pose aucune question. On n'entend que les stylos des journalistes sur le papier. Les jours suivants, les médias se consacrent aux biographies des victimes de Barbie et aux crimes nazis. Dans les écoles, on travaille le passé nazi. Dans cette mesure, le procès Barbie sert de soupape pour un large débat dans le passé de toute la société française. Il est en outre considéré comme une date clé dans la répression pénale des crimes de nazis commis en France. L'envoyé de l'hebdomadaire Die Zeit, qui suit le procès Barbie, résume ainsi. Alors qu'en République fédérale, le procès des nazis se déroule de façon routinière, en France, toutes les émotions, toutes les peurs se sont révélées dans le procès Barbie, comme si l'événement portait en lui une énorme capacité de rédemption. Quiconque avait vu et entendu les anciennes victimes de Barbie, quiconque avait pu mesurer leur souffrance, ne doutait pas que ce procès était nécessairement pour analyser l'histoire et assumer pour le présent. Alors, et enfin, page 301, la Stasi. Le rapport confidentiel de la Stasi du 23 mai 1985 mentionne en effet qu'un groupe dénommé Separat considère Barbie comme un sujet politique important. Au cours d'une réunion entre la Stasi d'Allemagne de l'Est et les services frères hongrois, la Stasi obtient une analyse du groupe élaborée à partir de renseignements datant de 82-84. Selon le rapport, d'innombrables notes établissent que l'objectif politique de l'organisation est la lutte contre l'impérialisme, le sionisme et toutes les forces réactionnaires qui répriment la liberté et l'indépendance des peuples. Le groupe se définit comme un milieu d'intégration pour tous les mouvements de libération nationaux. Il tente par son action de rassembler ces forces isolées pour assurer la victoire de la révolution mondiale. Il considère la terreur révolutionnaire comme une arme légitime et adaptée à ses objectifs politiques. Le renseignement hongrois identifie la Roumanie comme le point central du groupe dans les pays socialistes. De plus, le groupe a noué des coopérations dans les organes de sécurité d'État en Yougoslavie, en URSS et à Cuba. Mais c'est surtout en Syrie qu'il est bien implanté. La liste des opérations planifiées témoigne de ses vastes ambitions terroristes. L'opération Tango prévoit des attentats en Arabie Saoudite contre les ambassades avec échange d'otages contre les prisonniers politiques dans les pays cibles. L'opération Siend prépare des attentats contre 6 hôtels français. Le groupe est aussi en discussion avec les organes de sécurité roumains pour un projet d'enlèvement de diplomates saoudiens et de prise d'otages d'ambassadeurs de France au Liban. Les documents de la Stasi établissent aussi que le groupe Separat vise à libérer et enlever le criminel de guerre nazi Klaus Barbie pour procéder ensuite à des interrogatoires qui compromettront les gouvernements impérialistes et le soutien qu'ils apportent aux criminels de guerre. Le chef du groupe n'est autre que Carlos, c'est-à-dire Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos le Chacal, le terroriste le plus recherché du monde. C'est à la fin des années 70 que se croisent les chemins de Carlos, le chef des opérations européennes d'Haddad et de Génou. Le négationniste et le terroriste sont
sont unis dans un objectif commun, la lutte contre Israël. Les deux hommes resteront en contact étroit. C'est aussi de cette époque que datent les premiers contacts avec Ramirez et la Stasi. Quelques mois plus tard, la Stasi est-allemande prend le groupe de Carlos sous son aile, en tant que groupe séparate. Selon un rapport de la Stasi du 17 août 1983, le groupe poursuit son objectif de lutte pour la libération de ses membres incarcérés en France. Des négociations entre avocats ont lieu en ce moment. Si elles échouent, on peut s'attendre à de nouveaux attentats terroristes en France et à l'étranger. Le négociateur principal pour la libération des prisonniers est l'avocat français Jacques Vergès, l'avocat de Barbie. L'avocat parisien utilise ses nombreux contacts qui s'étendent jusqu'à la haute administration française pour obtenir la libération des membres de séparate. C'est aussi Vergès qui se charge d'organiser la fuite des prisonniers en soudoyant le personnel carcéral. Pour Carlos, Barbie présente un intérêt énorme, car ce qu'il sait est compromettant pour les gouvernements occidentaux. Il permet aussi de faire pression sur le président Mitterrand, acteur de l'extradition, pour obtenir la libération des terroristes détenus en France. Avec Vergès comme avocat et Génoux comme financier, les conditions semblent réunies pour rallier le chacal au projet d'enlèvement. Bon, ça n'aura pas lieu. Mais c'est étonnant, ça nous ramène un peu aujourd'hui, ça donne quelques liens avec le sujet de la dernière fois sur Poutine. Il faut se souvenir que Poutine était agent du KGB en Allemagne de l'Est auprès de la Stasi, par exemple. Voilà. Donc c'est un livre très très riche, il y a beaucoup d'indications de l'auteur allemand, traduit en français. Je n'ai pas tout lu parce qu'il y a eu des passages absolument fascinants, mais bon, faut choisir. Notamment un passage où Barbie dit clairement que Jean Hardy était son espion auprès de la résistance. Voilà, donc lisez ce livre, c'est très intéressant. Voilà. Donc la semaine prochaine, nous lirons cette fois-ci le roman, magnifique roman de Sorge Chalandon, Enfant de salaud. Voilà, donc ça c'est la semaine prochaine. À très bientôt.